et surtout comprendre le réseau et le maillage qu'il y a aussi ici sur le territoire et les bonnes pratiques. Donc j'espère que ça c'est un programme qui va vous satisfaire, on est d'accord? Très bien. Je suis en train de vous parler comme si on se connaît depuis très longtemps. Mais moi je m'appelle Dandiguel, en tout cas c'est mon nom d'artiste. Je suis vraiment heureux d'être là parce que moi-même étant musicien, étant autoproduit, donc je comprends un peu les réalités auxquelles vous allez faire face. Et en plus, originaire de la Guadeloupe, donc ça pouvait être que mieux pour moi en tout cas. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Allons-y. Ce qui va se passer maintenant avec les intervenants qui sont là, qu'on peut applaudir déjà pour commencer. Évidemment. Je vais chacun leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter, puis on va voir un peu les questions qui sont possibles aujourd'hui. Donc nous sommes tout d'abord avec Céline Brugère, d'accord, qui travaille à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, conseillère spectacle vivant. Première question, que je peux tutoyer, hein, Céline, évidemment. Première question que j'aurais à te poser, déjà le constat sur la création musicale en Guadeloupe, un petit état des lieux, et surtout, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller très vite. Les difficultés qui reviennent dans la demande de subventions, parce qu'on sait que forcément c'est le nerf de la guerre, et ça fait partie de la structuration aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce sujet? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, effectivement, là on va dans le vif du sujet Ouais, très vite. tout de suite. Avant d'aller sur des questions aussi précises, je pense qu'il y a un certain nombre de points qui sont importants de préciser. Donc là, moi, effectivement, je suis ici en tant que conseillère pour le spectacle vivant à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, qui est donc le service déconcentré du ministère de la Culture en Guadeloupe. Conseillère pour le spectacle vivant signifie que donc mon activité, mes missions se portent sur la musique, mais aussi sur le théâtre, sur la danse, sur le cirque, sur les arts de la rue. Voilà, un spectre très large que l'on regroupe sous l'intitulé spectacle vivant. Mais donc vous vous doutez bien que l'éventail est vraiment très très large et que donc j'interviens aussi sur d'autres secteurs que la musique. Pour ce qui concerne la musique, je suis conseillère pour le spectacle vivant et donc moi je peux plus précisément vous parler de ce volet du secteur musical, celui de la musique vivante entre guillemets, puisque je ne suis pas à l'endroit de la musique enregistrée. D'accord, là on est sur scène avec toi. Voilà, Okay. Voilà, sur scène ou en résidence de création, voilà. Mais c'est un point qui est très très important à préciser déjà pour que vous soyez bien au courant du périmètre qui est le mien et qui est celui de la direction des affaires culturelles, qui pour autant va pouvoir aussi s'intéresser à la musique sous l'angle de la pratique amateur. Mais ça, c'est pas moi qui en ai la charge, mais voilà, il y a aussi évidemment entre guillemets une compétence à cet endroit-là. Mais c'est très important de le mesurer. Je n'ai évidemment donc absolument pas la prétention d'avoir une vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, on va la partager avec l'ensemble des intervenants et des acteurs de la filière, ou en tout cas du secteur musical de la Guadeloupe. D'accord. C'est important de le préciser. Donc, sur la création musicale en Guadeloupe, moi, ce qu'à mon niveau, je pourrais commencer à évoquer, en fait, c'est, encore une fois, à mon niveau, c'est celui d'un constat. Alors aussi, ce que je vais d'ores et déjà indiquer, c'est que ça fait 6 ans que je suis de conseillère spectacle vivant en Guadeloupe. Et 10 ans que je suis sur le territoire par ailleurs. Mais voilà, le constat que j'ai fait assez rapidement, c'est celui d'une forme de paradoxe entre une vivacité, un foisonnement de création, des esthétiques vraiment très intéressantes, des esthétiques musicales très intéressantes, et finalement très peu de professionnels, ou en tous les cas, si on prend les indicateurs tels que l'intermittence du spectacle, par exemple, hein, c'est un indicateur parmi d'autres, mais c'en est un, très peu de musiciens intermittents du spectacle. On rappelle, c'est un régime particulier lié aux pratiques artistiques, l'intermittence. Alors le régime d'intermittent du spectacle, oui, mais alors, je crois qu'il y avait Pôle emploi qui devait intervenir aujourd'hui, aujourd'hui, mais qui ne sera pas là malheureusement pour décrire très précisément ce dont il s'agit. D'accord. C'est un régime d'assurance chômage qui est spécifique aux artistes du spectacle vivant et de l'audiovisuel et aux techniciens. Ouais.
On pourra dire ça plus en détail, mais si on rentre dans trop de détails tout de suite, on va se noyer, je pense. Mais donc voilà, un paradoxe entre une grande vivacité et finalement ça se retranscrit pas dans les statuts, professionnelle, une structuration professionnelle un peu entre guillemets en déficit, ou voilà. Donc il y avait déjà ce constat-là, mais ce qui était pour moi le plus important de garder en tête, c'était vraiment ce foisonnement, ce potentiel, voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Donc ça, c'est un premier point important. Après, peut-être, je ne sais pas comment on procède, si on se passe la parole les uns les autres, ou si, mais moi, sur la question des dossiers. Moi, j'ai une petite demande. Est-ce que tu as beaucoup déjà de demandes de subventions par rapport à ça? Alors, si on aborde la question sur la façon dont elle se traduit en termes de quantité, de volumétrie de dossiers de demande de subvention à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, ce qui n'est pas évidemment notre seul angle d'approche de la question musicale en Guadeloupe, mais c'est comme ça que ça peut se traduire à un moment donné, effectivement. Le constat à ma prise de poste était celui, on en parlait tout à l'heure dans l'éloge, d'un nombre de dossiers très très faible. D'accord. Donc j'ai envie de dire, déjà avant de pouvoir les instruire, il faut qu'ils nous parviennent, les dossiers de demande de subvention. Donc un nombre de dossiers très très faible, notamment à l'endroit des structures de production. Donc le présupposé étant que pour les artistes, il puisse y avoir des structures de production qui portent des dossiers. Le fonctionnement étant différent de ce qu'on peut trouver par exemple sur les arts visuels, où des personnes en leur nom propre peuvent demander des subventions. Là, on est sur un fonctionnement très différent. Donc très peu de dossiers. Donc déjà, le premier travail a été, et encore d'ailleurs, de pouvoir faire ce travail d'information et puis d'échange pour faire connaître les dispositifs, etc. Et puis poser aussi les enjeux de la question de la professionnalisation et de la structuration du secteur. Donc très peu de demandes à l'endroit des structures de production, un peu plus à l'endroit des structures de diffusion, notamment de festivals. Donc là, un petit peu plus, une activité déjà un petit peu plus visible, mais avec des festivals qui sont très concentrés sur une activité de diffusion et pas encore beaucoup sur de l'accompagnement d'artistes ou de l'éducation artistique et culturelle, enfin tout ce qu'un festival peut faire en dehors de la seule question de la diffusion. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et après, pour là où on reçoit des dossiers, il y a effectivement des difficultés qui se posent, puisque dans un certain nombre de cas, on reçoit des dossiers dont on voit que il y a un gap entre guillemets à combler, un écart, pour ne pas utiliser d'anglicisme, à combler entre comment le dossier est déposé au départ et ce vers quoi il faut qu'on puisse tendre avant de pouvoir déclencher une aide. Tu parles dans la forme et dans le contenu, les deux? Dans le montage, en fait, ça traduit aussi une forme d'amélioration à avoir, ne serait-ce que dans la conduite de projet en tant que tel, pour que ça puisse se traduire de façon très lisible et très efficace dans un dossier de demande de subvention que le ministère puisse ensuite accompagner. Voilà, donc c'est un déficit, ou pas dans tous les cas bien sûr, mais dans un certain nombre de cas, à l'endroit de ce volet plus administratif de montage de dossiers, et puis aussi dans un certain nombre de cas au niveau artistique, sur la façon dont les artistes soit eux-mêmes formulent, soit sont accompagnés pour formuler leur intention artistique, qu'est-ce que leur identité artistique générale, comment ils envisagent dans le projet qui est proposé à l'instant T de la décliner, quelle est l'intention artistique de ce projet-là. Voilà, il y a aussi à cet endroit-là quelque chose qui se joue, et dans certains cas aussi un dialogue à avoir avec eux pour leur dire, bon là vous nous déposez une demande pour quelque chose qu'on vous a déjà vu faire, et évidemment à l'endroit du ministère de la Culture, l'angle privilégié de soutien, c'est celui de l'exploration artistique, d'une forme de prise de risque, d'un renouvellement. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'on aborde avec d'où la clarification de l'identité de l'artiste, en fait, artistique, et le projet c'est un enjeu qu'il le comprend. Ok,
Merci beaucoup, en tout cas pour tous ces éléments. Ça nous donne déjà des premiers points, en tout cas d'entrée. Nous sommes aussi avec donc, Pierrette Béthaud, qui représente aujourd'hui le Centre national de la musique, effectivement, conseillère auprès du directeur général délégué en charge de l'action territoriale. Alors, c'est un peu similaire finalement à la DAC. En fait, quelles sont les différences? Et le projet, la question sera un peu similaire aussi. Combien de projets un petit peu en instruction au CNM? Parce que j'ai l'impression que c'est le même fonctionnement. Dis-moi si je me trompe. Hein. Ouais. Je me trompe. Non, je vais peut-être repréciser effectivement ce qu'est le CNM, parce que c'est important et surtout, voilà, expliquer notre articulation. Donc le CNM, c'est le Centre national de la musique, qui a été créé il y a 2 ans, début 2020. Et c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de la Culture. Donc on est un opérateur du ministère de la Culture, on peut le dire comme ça de façon beaucoup plus simple, mais j'y reviendrai justement pour expliquer comment on travaille ensemble. Donc cet organisme, il est national, il a été créé sur la base de 5 structures qui existaient déjà. Je les cite au cas où vous en auriez entendu déjà parler, mais je pense que certains vont bien sûr vous évoquer des choses. Donc le Centre national de la variété et de la chanson et du jazz qui existait déjà, qui avait une vocation à soutenir le spectacle vivant. L'IRMA qui avait une mission d'information ressources. Le Bureau Export qui avait une mission d'accompagnement à l'export de la musique française. Le FCM qui est le Fonds de soutien à la création musicale. Et tout est dit dans son nom. Et le CALIF, qui était une structure qui accompagnait les disquaires. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le CNM, c'est un nouvel établissement public avec une douzaine de missions qui vont au-delà de la somme des missions des 5 organismes. On agit en complémentaire. Enfin, le CNM et la DAC, les deux sont l'État en fait. Donc c'est deux institutions de l'État qui agissent en complémentarité. Ça, c'est important à souligner. Ce que je voulais dire sur ça, c'est que effectivement, on a des missions. Alors, notre champ, nous, est plus large que celui de la DAC, puisque on s'adresse à tous les acteurs du secteur musical. Donc l'enregistrement aussi. Musique enregistrée, musique live. Artistes, des métiers plus près des médias, comme les radios, mais aussi des professions comme le management. Voilà. Donc, notre périmètre, en termes de métier, il est très très large. Et en termes d'esthétique, il est comme celui de la DAC, je pense, tu vas me corriger si je dis une bêtise. Donc c'est toutes les esthétiques musicales. Là où j'hésite un petit peu, c'est qu'on s'appelle Centre national de la musique, mais on est dans notre périmètre également l'humour, ce qui ne le dit pas, que notre nom ne laisse pas entendre, mais qui est une réalité. Donc voilà, les one-man shows, les spectacles de cabaret sont aussi dans le champ du CNM, ce qu'on peut appeler un peu attraction visuelle. Voilà. Donc c'est un champ à la fois esthétique large et un champ professionnel large. Autre élément important de cet établissement, c'est qu'il s'inscrit dans une démarche professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne et on travaille avec l'environnement professionnel des artistes. Donc effectivement, on va aider des producteurs de spectacles, on va aider des labels, on va aider des disquaires, on va aider toute la chaîne des métiers qui accompagne, bien sûr que l'artiste reste le cœur de tout ce qu'on fait et qui donne du sens à tout ce qu'on fait. Et depuis l'année dernière, avec la situation sanitaire qui a été très compliquée pour les artistes, on a aussi mis en œuvre des dispositifs d'aide aux artistes. J'essaie de faire vite sur cette présentation. Dire aussi que nos modalités d'intervention sont diverses. Celle qui est la plus évidente et qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est évidemment le financement. Donc oui, on a, je ne saurais même plus vous dire combien, mais plusieurs dizaines de programmes de soutien, encore une fois, qui correspondent
correspondent à chacun des étapes d'un projet artistique et à chacun des métiers. Et puis aussi, en dehors de ça, on a des actions de formation qu'on mène, qui étaient menées auparavant par l'IRMA, qu'on a repris et qu'on souhaite développer. J'y reviendrai peut-être aussi un peu plus tard. Du conseil, j'ai des collègues qui font du conseil sur comment monter un projet, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui s'adressent effectivement plutôt à des entrants dans la profession que c'est pas du conseil juridique pour quelqu'un qui est déjà bien installé. Hein. C'est pas ça, mais c'est bien sur l'entrée dans les métiers et cet accompagnement-là. Voilà. On a ça va pouvoir enchaîner avec la question. On a une énorme mission d'observation et d'études. On a une direction des études, donc qui fait tout un travail à la fois quantitatif pour essayer de quantifier économiquement ce que représentent ces métiers. Donc là, encore une fois, on est un jeune établissement, donc on en est au début. Hein. Donc il y a vraiment ce travail-là qui fait un travail d'observation sur des sujets qui viennent bousculer l'actualité. Hein. On a sorti des études sur des sujets d'actualité autour notamment du numérique et la diffusion sur Internet de la musique. Et ça, c'est vraiment important. Voilà un petit peu le panorama. Vous dire aussi comment on est financé, parce que c'est aussi important. C'est de dire que le CNM perçoit une taxe qui est à ce jour prise sur la billetterie de spectacle et qui est une forme de système qui a été inventé il y a quelques dizaines d'années maintenant, de solidarité et de mutualisation, c'est-à-dire que la taxe est due sur tout spectacle faisant l'objet d'une billetterie, ou je pourrais vous réexpliquer ça, mais pour l'instant c'est ça l'idée. Et ces sommes en fait viennent alimenter des programmes d'aide dont l'objectif, Céline disait un peu l'esprit des aides de la DAC, l'esprit des aides du CNM, c'est accompagner la prise de risque, accompagner l'émergence, accompagner la prise de risque économique. Nous, on est beaucoup plus sur de l'économie que sur de l'artistique, et c'est là aussi où on est complémentaire avec la DAC. Donc voilà, et on a bien sûr, par les temps de crise, on a les fonds d'urgence qu'on a pu opérer sont des fonds de l'État qui ont été attribués au CNM sur la période de crise. Et on aura, parce que encore une fois, les 2 ans passés ne sont pas révélateurs, on aura aussi des financements des OGC, qui sont donc les organismes de gestion collective des droits d'auteur, hein, tels la SACEM, l'ADAMI, etc. Voilà un petit peu le panorama du CNM. Pour préciser, il y a des modalités d'inscription d'ailleurs pour le CNM. C'est pas comme la direction des affaires culturelles, il faut s'inscrire, c'est ça. Alors en fait, je vous disais que le CNM a une mission importante d'observation et de connaissance du secteur. Et cette connaissance du secteur, elle passe par 3 choses. Par cette fameuse inscription, qui est gratuite, mais qui permet de recueillir un certain nombre d'informations sur les structures qui peuvent amener à entrer en dialogue avec le CNM pour toutes les raisons, que ce soit de la formation, enfin toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc ça, pour nous, c'est une façon de récupérer de l'information pour pouvoir dire il y a tant dans tel métier. La deuxième, c'est la taxe. Parce que quand on collecte de la taxe, on récupère des données économiques sur la billetterie, sur le nombre de billets vendus, sur les lieux, etc. Donc ça, c'est en dehors de cette perception d'une taxe, ça reste une taxe, un impôt, on est bien d'accord, mais c'est aussi une façon d'avoir de la connaissance sur la vivacité du spectacle vivant de la musique. Et puis les dossiers d'aide qu'on reçoit aussi. Donc à travers les demandes qui nous sont faites, ça nous permet aussi d'avoir tout un tas de budgets, de données et d'informations qu'on peut globaliser pour dire, nous, par exemple, sur les festivals, il y a 150 festivals qui s'adressent au CNM,
c'est plutôt comme ça que ça s'organise, le financement des collectivités et comme ci, comme ça. Donc ça, c'est important. Et pour rejoindre la question que vous posiez sur la création, nous, on s'est aperçu qu'en fait, alors sur la création en Outre-mer, hein, que finalement, on avait peu de liens avec ce territoire-là, comme avec d'autres ultramarins, et que c'était, comme l'a dit Céline, et d'ailleurs grâce à la DAC aussi, hein, qui nous alerte, on présentait qu'il y avait une grande vitalité d'artistes. On le voit aussi par les artistes qui sont plutôt accompagnés par des professionnels métropolitains, qui sont plus dans les circuits institutionnels, qui ont un rapport avec le CNM peut-être plus facile. Alors, on pourrait en parler, je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais il y a sûrement plein de raisons. Voilà, et donc on a cette connaissance-là. Et donc nous, on s'est dit, c'est pas normal qu'un établissement public national n'ait pas d'action sur ce territoire-là. Donc on a un peu entrepris, et grâce encore une fois à la DAC, de réfléchir à comment on pouvait accompagner cette profession. Je crois qu'on y reviendra plus tard, mais on a lancé le fonds Outre-mer. Voilà. Pardon, j'étais un petit peu long. Non, c'était très intéressant parce qu'on a besoin de savoir. Là, on est vraiment, on défriche un peu tous ces termes qui sont peut-être nouveaux pour certains. En tout cas, moi, là, je comprends les différences qu'il y a entre la DAC et le CNM, et c'est intéressant. Moi, ce que je constate, c'est que vous êtes assez d'accord sur le fait qu'il y a un foisonnement créatif qui est vraiment impeccable, mais en termes de structuration, parfois, il y a du manque de relations. Et c'est ce que David va nous évoquer tout de suite. Donc, on est content que tu sois avec nous, David Blaméné. Donc, artiste. Bonjour, oui, tout à fait. Joueur de Chapman Stick. C'est ça. Donc, tu es dans la culture pour de vrai, mais aussi accompagnant, forcément. Tu as l'air assez familier de tout ce qui vient d'être dit, parce que tu accompagnes, mais tu es aussi accompagné. J'aimerais que tu nous parles de tout ça un petit peu par rapport aux différentes structures qu'il y a, par rapport à l'accompagnement et les bénéfices que toi, tu en tires personnellement. Alors, pour ma part, justement, en tant qu'artiste, justement, cette histoire de structuration, alors, il faut savoir, en tant qu'artiste, bien sûr. Très souvent, tout ce qui est administratif, on met de côté. Et alors, donc les difficultés, ça a été justement je ne savais pas qu'on pouvait être accompagné par des structures. Les structures existaient. D'accord. Donc pour moi, voilà, un artiste, il crée simplement, et puis après il se débrouille avec ses petits moyens, les réseaux sociaux s'il le peut, ou bien alors il va distribuer 2-3 flyers. Et puis on se dit que bon, au fur et à mesure, plus on entend parler de nous, mieux ça sera. Oui. Mais alors, je ne dis pas que ça ne marche pas comme ça, mais seulement il y a des structures qui existent. Et le fait d'être accompagné, justement, permet d'être au courant de ce qui existe. Donc, faire des demandes de subventions à la DAC, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Et surtout, remplir des dossiers. Comment on remplit un dossier? Toutes les questions sont posées, c'est-à-dire quelle est son intention artistique, quel est son projet. Arriver à développer, arriver à énumérer et à, arriver à mettre sur papier quelque chose qui pour nous est évident. Bien sûr. Mon Dieu que c'est difficile. À mettre les mots, parce que tu n'as pas le recul forcément. Non, il n'y a pas de recul. C'est-à-dire que pour toi, voilà, tu le fais. Ben oui. Oui, mais explique-le, parce que là, tu vas parler à des gens, ça va passer en commission. Il faut que les gens puissent être emballés par ton projet. Je vais juste rebondir par ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est important, mais ce n'est pas nécessairement forcément ta vocation non plus, et je pense qu'il faut être assez humble avec ça. C'est clair. Voilà, il y a des personnes qui savent bien le faire, et peut-être ça, rentrer en relation avec ces personnes pour conjuguer ces choses-là, c'est peut-être la meilleure des choses, parce qu'on ne peut pas tout faire, en fait, quoi qu'il arrive. Même si on est bon dans tout, on ne peut pas tout faire. Non. Ne serait-ce que par le temps. Non, voilà, non, on ne peut pas tout faire, mais après, c'est bien qu'on puisse comprendre exactement ce que les autres font et voilà. à quoi ça sert. Parce que tu vois, il y a aussi un gros problème que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, le producteur va faire. Okay. Et très souvent, tu entends qu'il y a un problème, ils se sont séparés parce que le producteur a mangé tout l'argent. Ok. Mais ça, ce sont des choses quand même, c'est bien de pouvoir savoir quand même si on ne le fait pas nous-mêmes. Mais si un jour ou l'autre, je sais pas, on est abandonné et puis on doit le faire, enfin, je veux dire, on sait comment ça se passe. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est surtout ce que j'ai à dire, c'est surtout les difficultés, je ne savais pas, avant d'être accompagné, qu'il y avait autant d'aides proposées
Et qu'en fait, voilà, il faut le savoir. Et ça nécessite quand même une petite formation, surtout quand on est artiste et que, bon, l'artiste a la réputation d'être dans les étoiles. Sauf que là, c'est du terre à terre, voilà, c'est du concret. Mais arriver à proposer quelque chose, comme je dis, c'est la plus grande difficulté. En réalité, c'est arriver à mettre sur papier quelle est notre intention, arriver à expliquer avec des mots quelque chose qui est évident pour nous. D'accord. Est-ce que, c'est une question un peu à côté, mais je me permets, est-ce que le fait de faire ce travail-là, ça t'a donné un autre regard sur tes propres créations artistiques? Complètement. Ok. Complètement. Ça permet justement de se structurer, puisque des fois, on peut aller un petit peu à droite, à gauche, un peu partout, mais le fait de pouvoir mettre des mots, arriver à... Ça donne une direction, en fait. Ok. Et donc, du coup, voilà, on creuse plus, on arrête de chercher à droite et à gauche, on va plutôt creuser vers ça, et en fait, ça intensifie, en fait... Parce que là, tu sais où tu veux mettre le point. Ça intensifie l'intention artistique au départ. Ok. C'est très intéressant, en fait. Bah oui, à fond. Voilà. Mais merci à toi, David. Merci. Jenai, qui est avec nous aussi, ben forcément, voilà, pareil, autoproduit, tu fais les choses par toi-même, aussi étant accompagné. C'est du travail, je le sens, mais ça fonctionne plutôt bien pour toi apparemment. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Disons que être autoproducteur et autoproductrice, pour le coup, c'est être entrepreneur. Ouais. Et je crois qu'être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Sauf que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, en tant qu'artiste, on entreprend parce qu'il le faut, pas nécessairement parce qu'on le veut. Ouais. Il y en a qui le font parce qu'ils le veulent et parce qu'ils ont envie de maîtriser toutes les étapes du processus, bien choisir stratégiquement ce qu'ils vont investir et sur quoi ils vont investir en un temps ou en un autre. Certains ont cette vocation. Mais majoritairement, en général, on le fait parce qu'il le faut, parce qu'il n'y a pas d'offre de structure de production ici. Et donc, c'est particulièrement difficile, en effet, parce que du coup, il faut parvenir à coordonner son investissement artistique, créatif, avec tout cet investissement de gestion d'entreprise, qui n'est pas nécessairement évident. Et c'est pour ça que tous les métiers d'accompagnement, d'encadrement, de développement sont essentiels à nos côtés. En tout cas, moi, je l'ai senti comme quelque chose d'indispensable, parce que justement on se perd assez rapidement dans la lourdeur puis il y a de différents interlocuteurs aussi. Voilà. Donc, et puis il y a une forme j'utilise un mot comme ça qui est peut-être un peu symbolique, je trouve ça très asséchant en fait pour la création artistique. On va dire les choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'avoir un partenaire qui, à la fois, comprend l'intention artistique, comprend le propos artistique et en même temps est une interface par rapport à tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue administratif, comptable, etc., c'est une chance. Donc, c'est vraiment indispensable. Voilà, effectivement, j'ai le sentiment... alors, il n'y a pas de chiffres. J'ai voulu en trouver. Tiens, je me suis dit, ça aurait été intéressant de savoir quelle était la proportion des artistes autoproducteurs en Guadeloupe, parce que rien que de façon empirique, moi, j'ai l'impression que si chacun de nous connaît 10 artistes, il y en a au moins 8 qui est en autoproduction. Et je trouve que c'est un profil finalement d'artiste qui est assez singulier et qui ne favorise pas nécessairement un plein investissement ou un plein développement de nos propos artistiques. Mais même parallèlement par rapport à ce que tu dis, si on a un chiffre déjà par rapport au label. Il n'y a que 3 majors au final. Donc ce qui fait que le reste des labels indépendants sont un peu dans le même... À différentes échelles, bien sûr, mais à un fonctionnement similaire au vôtre, au final. Oui, alors le fait que tu dises ça me permet de faire aussi une différence entre tout ce qui est production de musique enregistrée et production de spectacles vivants. J'ai eu la chance d'aussi autoproduire des projets en musique enregistrée, d'être également label en termes d'expérience. Et puis maintenant, je me lance plus dans les deux finalement, mais ce qui est nouveau pour moi, c'est la production de spectacles vivants, d'autoproduction de spectacles vivants. Donc, tu es dans un vrai 360 à toi-même, en fait. C'est ça. et en réalité, ce sont d'autres difficultés. Ça n'a pour moi complètement rien à voir. Je me suis perdue dans mon explication, mais oui, voilà. Ça n'a complètement rien à voir et c'est malgré la petite expérience que j'ai pu avoir auparavant, qui était aussi, à mon avis, imparfaite. Parce qu'on cherche constamment à s'équilibrer, parce qu'on ne s'y connaît pas nécessairement, qu'on a besoin des bons interlocuteurs pour tout gérer. Aujourd'hui, j'ai été donc accompagnée
Mais ça n'est pas effectivement sans difficulté, puisqu'on ne peut pas être accompagné à tous les niveaux. Bien sûr. Il y a un moment, il faut s'investir et donc réussir à articuler le temps de travail artistique et le temps C'était la question que j'allais te poser tout de suite. Ouais. C'était aussi pour toi, mais comment tu gères du coup? Parce que là, tu es sur différents pans de ta carrière, de ta structure, qui sont deux choses différentes encore, même si elles sont liées. Mais en termes artistiques, tu t'y retrouves tout de même? C'est ça mon moteur. Okay. C'est ce qui me permet de tenir. Ça n'est pas la partie gestion d'entreprise qui est mon moteur. Mais tu prends goût ou pas, franchement? Donc voilà, donc ça porte tout et je crois que ça me dépasse. C'est-à-dire que voilà, hein, quand on aime ça et quand on a des choses à dire, voilà, c'est pas autrement. Donc quoi qu'il en soit, ça me permet de poursuivre. Mais c'est vrai que en termes d'organisation, c'est même dans la communication avec les interlocuteurs. Alors, donc je parlais là des métiers d'encadrement, de développement, mais il y a aussi les diffuseurs et d'autres personnes que l'on peut rencontrer. C'est vrai que ça demande, selon moi, de mon point de vue, une écoute particulière. C'est-à-dire le profil des artistes, qui est majoritairement autoproducteur en Guadeloupe, demande une écoute particulière parce qu'on ne peut pas, par exemple, discuter des contrats dans le même temps que notre travail artistique. On a besoin d'être dans une anticipation des choses qui nous permet d'être suffisamment serein au moment de créer. Pour moi, c'est vraiment une compréhension du profil des artistes. C'est différent, mais tout est lié quand même. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a un besoin quand même de compréhension du profil des artistes autoproducteurs et du coup d'interagir en connaissance de ce profil pour adapter du coup le travail, en espérant quand même qu'un jour on ait la possibilité de passer, enfin que d'autres, au moins aient la possibilité de passer par des productions, des structures de production. Mais en tout cas, si on pérennise l'accompagnement des autoproductions, je pense qu'il va être nécessaire d'avoir une compréhension globale de la situation. J'ai deux petites questions pour David et Jenna. Enfin, la même question en fait. Est-ce que vous êtes vraiment seul, je parle physiquement parlant, ou vous avez une équipe? Quand je dis une équipe, une ou deux personnes, des amis, qui eux aussi sont impliqués dans tout ce process-là, pas forcément créatif, mais qui vous accompagnent. Je ne parle pas forcément de structure, mais vraiment d'amis autour, qui aussi rentrent dans l'aventure. Pour ma part, il y a toujours un camarade ou deux qui te donne une force. En fait, c'est vraiment ça. Sur le moment, quoi. Voilà, mais il ne va pas rester là tout le temps, je veux dire. Non, d'accord. C'est quand même un travail. Il y a un spectacle, il t'amène en voiture et tout, il te porte le matériel. Peut-être pas, mais voilà. Moi, tiens, il vient à ce spectacle, bon, ben, il va essayer d'amener 2-3 camarades, on va essayer de transporter le matériel s'il faut. Enfin, voilà, mais il n'y a pas... oui, on est seul. D'accord. Oui, c'est ça, d'autant que l'accompagnement, ça se paye. Ok. Voilà, et c'est tout le problème. Enfin, c'est un problème. Oui et non, parce qu'en réalité... moi, je considère que l'investissement financier que j'ai fait pour cet accompagnement était indispensable et en plus, il a été efficace. Donc pour le coup, c'est nécessaire, mais ça n'empêche que, du coup, en termes de budget, ça demande aussi une certaine réflexion, une stratégie. Et c'est pour ça qu'au final, il y a des choses que l'on fait soi-même pour ne pas avoir trop de postes de dépenses et pouvoir investir sur la création elle-même, pour le spectacle vivant, pour investir sur la création elle-même. Voilà. Dernière question, je me permets. Vous y avez pris goût à l'entrepreneuriat, entre guillemets, enfin, structurer les choses autour de vous. Est-ce que ça a révélé certaines choses ou pas? Ou vous êtes continué à vous dire, c'est un peu chiant tout de même? Pour ma part, en fait, je trouve, j'ai le sentiment qu'une fois qu'on commence à rentrer dans la structuration comme ça, ben, on se prend plus au sérieux. Ok, c'est là où je veux en venir. En fait, même pas non, parce qu'on se prend quand même, si on veut avancer, on se prend au sérieux. C'est pas tant ça, c'est-à-dire que on voit qu'en face, on est pris plus au sérieux. Au niveau des structures, au niveau de l'administration, voilà, on sent que bon, voilà, on propose un projet, c'est cadré. À la limite, comment je peux dire ça, de tu, on passe à Monsieur vous. Tu vois un peu. Ouais, je vois l'image. Grosso modo. Ok, et puis peut-être parler en tant que structure, ça a plus de poids que parler en tant qu'individu. C'est ça. Aussi. C'est ça. Ok. Tu partages? Je ne sais pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une expérience enrichissante. Okay. Quoi qu'il en soit, on apprend beaucoup et puis ça nous permet de sortir aussi de notre bulle, d'être plus pragmatique, de gagner en pragmatisme, ce qui est important malgré tout, de pouvoir parler de son projet.
David parlait tout à l'heure du dossier, des dossiers de demande de subvention qui pour moi sont d'une grande technicité. Okay. Et c'est vrai que... Est-ce que tu as la phobie administrative comme certains ou... Je ne sais pas si j'ai une phobie administrative, mais quand même, c'est pas simple. Toi, tu l'as. C'est pas simple. Et c'est vrai que, du coup, l'accompagnement vraiment est important à ce moment-là. Et même là, pour moi, ça a été un parcours douloureux presque. Vraiment. Hein, mais en même temps, je suis contente d'avoir accouché de ça et que ça ait permis ensuite, voilà, que ça ait permis ensuite d'être accompagnée, d'être aidée aussi, notamment par la DAC. Mais c'est une épreuve. Et... je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc non, je pense que vraiment le spectacle vivant, c'est quelque chose de complètement différent que le milieu de la musique enregistrée. Et que voilà, là, c'est une première expérience. Je pense qu'effectivement, une fois que peut-être je serai plus familière avec tout ça, les choses seront plus aisées. Mais en tout cas, dans tout ce qui est montage de dossiers, etc., c'est vraiment essentiel d'avoir un accompagnement, selon moi. Ok. Céline va te répondre pour conclure, justement. J'ai l'impression que ça te fait réagir, tout ce qui vient d'être dit. Oui, bien sûr que ça fait réagir, puisque ces dossiers n'ont normalement pas vocation à être remplis par les artistes. Bien évidemment. Pour qu'un artiste puisse développer sa carrière, il doit pouvoir bénéficier d'un environnement, d'où la question très pertinente sur voilà, qui y a-t-il autour de vous pour vous accompagner. Et c'est un point, je pense, qui mérite d'être développé, qui sera peut-être développé dans la rencontre suivante. Moi, la question que j'ai posée au moment de la préparation de ces rencontres, c'est qu'on puisse définir très précisément ce qu'on entend par artiste autoproducteur dans le cadre de ces rencontres-là. Ça me semble essentiel. Il va falloir, je pense, ça serait très utile de passer par cet exercice. Ouais. Je pense que c'est un peu l'objet de la rencontre suivante, enfin de la thématique suivante. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est vraiment très, très important. Il y a, au niveau de ce festival, et c'est tout à fait légitime, une problématique à l'endroit de l'artiste autoproducteur, qui ne veut pas dire qu'on a affaire, dans ce cadre-là, à des artistes auto-entrepreneurs qui sont tout seuls, à la fois pour leur projet artistique et pour la déclinaison administrative de tout ce qui va autour. D'autant que, comme on commençait à l'évoquer tout à l'heure, un artiste auto-entrepreneur ne pourra pas valoriser de cachet et l'intermittence du spectacle, dans ces cas-là, c'est même pas la peine de l'envisager. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention aux termes. Ouais. Et ce qu'évoquent à l'instant Jenny et David est très symptomatique du fait que là, on est sur un territoire où, de fait, le cas de figure qui se présente, c'est qu'au moment de vouloir passer un cap par rapport à son parcours, aller vers un développement d'un projet spécifique, c'est très singulier, c'est quelque chose qui ne se présente pas dans certains territoires. On a, nous, au niveau de la DAC, une relation en direct avec les artistes où, effectivement, on mesure le fait que les artistes vont être en prise directe avec ce dossier de demande de subvention qui, effectivement, si on considère un dispositif que je détaillerai plus tard, le dispositif des aides déconcentrées pour le spectacle vivant, est un dispositif très pointu et pour lequel les dossiers sont très détaillés. C'est aussi le cas de certains dossiers du Centre national de la musique. Et donc, à un moment donné, la question qui se pose, c'est voilà, comment je me structure, comment je structure quelque chose autour de moi ou autour de nous, dans le cas de plusieurs artistes, pour ce travail-là. Et ça, c'est une problématique majeure. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que l'enjeu après, autour de tout ça, tout ce qu'on commence à évoquer, ces enjeux de structuration, c'est la question derrière de la visibilité du travail de tous ces artistes de nos territoires, de tous ces artistes qui font des choses passionnantes. Dès lors qu'il y a un palier de structuration qui ne se fait pas tant au niveau des équipes artistiques que des programmateurs ou des diffuseurs ou tout autre maillon de la chaîne, ça donne le résultat qu'on connaît, qui est que, et dès lors aussi que donc, le CNM n'a pas dans les radars les différents artistes du territoire, le CNM, mais pas que, ça donne, sur d'autres territoires, le fait que les artistes ne sont pas connus, ne sont pas visibles, ne sont donc pas repérés, ne sont donc pas programmés, ont
touchent d'autant moins de cachets et ont encore moins de chances de devenir intermittents du spectacle à un moment donné. Donc vraiment, c'est tout un écosystème. Ouais. Il s'agit, au travers de tout ça, de parler de tout un écosystème. D'accord. Merci. Alors, il y aura des speed meetings l'après-midi, donc vous aurez l'occasion forcément de rencontrer en direct de manière plus privilégiée les différents intervenants et intervenantes, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous remercie. Je vais remercier Céline Brugère ainsi que Pierrette Beto, on peut les applaudir, merci pour vos interventions. Je vais garder Jenny et David.